Bottas demande à la F1 d'enlever les vibreurs saucisses. Oui, quand on voit ce que ça donne, effectivement, vous aurez peut-être mieux les enlever. Vibreurs saucisses que j'appelle moi les anti-cuts, hein, pour éviter de couper les virages. Sinon, si vous voulez vous les couper, vous décollez tout simplement. J'espère que les limites de piste sont les limites de piste, elles n'ont pas besoin d'être faites avec des vibreurs saucisses. C'est la ligne blanche et ça marche ailleurs, je vois pas vraiment leur intérêt. Mais je pense que le briefing des pilotes sera assez long ce week-end. Le fait est que quelque chose doit se passer, comme ce que nous avons vu dimanche matin. Espérons que ce soit un élément déclencheur suffisant. Bottas a salué le rôle du halo dans l'accident de Nissani, mais aussi dans celui de son équipier Zhou. Il pense que le halo est ce qui a été inventé de mieux pour la sécurité en F1. Je suis d'accord, je pense que tout le monde est d'accord, c'est une grande chose qui est arrivée à la F1 et à la sécurité en général. Je n'ai vu qu'une fois, et il était à l'envers, et qu'il atterrissait pour la première fois, et il glissait. Ensuite, je l'ai dépassé, donc j'ai pas vu plus que ça. De toute évidence, vous devez continuer, et heureusement, j'ai rapidement reçu le message qu'il allait bien, donc ça a aidé. Ok, je suis d'accord avec Valtteri, il faut enlever les vibreurs saucisses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pourquoi Pérez est le coéquipier parfait de Verstappen? Marco explique la démarche au sein de Red Bull. Max peut conduire n'importe quelle voiture rapidement, a déclaré Marco. C'est pourquoi avoir Pérez comme équipier est parfait. Checo n'essaie pas de se battre, mais il fait tout ce qu'il peut. Ça peut mener à la victoire comme ce fut le cas à Bakou et la saison dernière. Les deux travaillent très bien ensemble. Oui, et puis quand même Monaco, hein. À moins que l'interview ait été faite avant Monaco, je sais pas. Marco est revenu sur la saison pour laquelle Red Bull n'a jamais offert une promotion à Sainz lorsqu'il était chez Toro Rosso. Il y a eu un tollé parce que certains ont estimé que Carlos avait été négligé. Son développement était également très bon. La différence entre les deux était souvent très minime, mais malgré son manque d'expérience, Max était le pilote le plus rapide, d'où notre décision de le transférer chez Red Bull. Carlos a simplement eu la malchance d'avoir Max comme équipier. Oui, Verstappen est plus fort que Sainz, hein, ça paraît logique de toute façon. Marco pense que l'éducation qu'a reçue Verstappen, parfois à la limite de la maltraitance, comme lors de l'épisode maintes fois narré de la station-service. Oui. En gros, son père l'a abandonné dans une station-service pendant quelques heures, ou quelques minutes, je sais plus exactement. Alors que c'était un gosse, quoi. Merci Yos, hein. Il a reçu une très bonne, mais aussi très dure éducation de la part de son père. C'est ce qu'il a façonné. En Italie, vous pouvez pratiquer le karting toute l'année. Dès qu'il commence à pleuvoir, tout le monde se dirige vers la cafétéria. Max était le seul qui devait rester dehors et continuer à s'entraîner. Marco ne comprend pas que Verstappen ait incité la F1 à établir une clause d'âge pour débuter en discipline. Après que Max ait piloté sa première course de F1, à l'âge de 17 ans, ils ont ajouté une clause qui dit que vous devez avoir au minimum 18 ans. Je pense que la limite d'âge est erronée. Et si vous avez la bonne formation et le bon talent, vous pouvez même le faire à 16 ans. En termes de caractère, d'engagement et de confiance en soi et de charisme, je le comparerais à Ayrton Senna. Voilà. Ça, c'est le mot est lâché, il compare Verstappen à Senna. Voilà. Alors là. Alors, ça tombe bien, j'étais pas fan de Senna non plus, donc voilà. Au moins, je suis constant dans mes choix, moi, perso. Par rapport à la limite d'âge à 18 ans, honnêtement, moi, je pense que ça paraît logique. Tu vas pas arriver à 15 ans en F1 non plus, faut pas déconner. Ni 16, c'est trop tôt. 17, c'était encore très tôt, à mon avis. Même si, lui, il a réussi, bravo, hein, mais... 18, pour moi, ça paraît logique d'avoir le permis de conduire aussi, avant de piloter en F1. Voilà pour ça. Ciao. Stuck critique Vettel pour ses messages écologiques. Stuck, c'est qui Stuck? Ah oui, Hans Joachim, d'accord. Ancien pilote de F1, s'est montré très critique envers Sébastien Vettel. Selon l'Allemand, le pilote Aston Martin ne devrait pas parler de sujets sociaux et écologiques pendant les Grands Prix. Il peut piloter une voiture, il a sa place en F1. Il n'y a pas de discussion à ce sujet. Et quand il est dans la voiture, il ne peut pas parler non plus. Le retraité ne semble pas comprendre l'intérêt de Vettel pour l'écologie. Il pilote toujours bien, mais sinon, il ne fait que dire des bêtises. Il se trompe complètement dans ses déclarations. Ah bon, mais en quoi il se trompe en fait? Mais ça, c'est typique des boomers, hein, de la génération 70 et plus. Ils en ont rien à foutre de l'écologie. Pour eux, c'est faux. Le réchauffement climatique, c'est bidon. C'est incroyable. Cette génération est incroyable, franchement. Il devrait mettre les gaz et se taire. Je ne sais pas ce qu'il fait parce que c'est un jeune homme intelligent, un bon pilote de course, mais je ne comprends pas pourquoi il continue sur ces thèmes. Il critique également Ferrari pour la gestion du duo de pilotes. Je me demande combien de temps Mattia Binotto va durer chez Ferrari. Après tout, il est le leader et devrait être responsable des décisions. D'un autre côté, il y a toujours eu des périodes chez Ferrari où des erreurs comme celle-ci ont été commises. Là, ça commence à faire beaucoup quand même, hein, niveau erreurs accumulées. Je suis heureux pour Sainz, sa première victoire, mais le pauvre Leclerc doit en avoir marre maintenant. Mais c'est Ferrari, il y a encore beaucoup de temps pour qu'ils travaillent dessus. Ils ont encore ce qu'il faut pour gagner le titre. Ouais, à voir. Hein. Bon bref, Stuck, je suis pas d'accord, Stuck. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec Hans Joachim Stuck? Dites-moi en commentaire, ciao. Hamilton a tenu à serrer la main à Verstappen à Abu Dhabi 2021. Putain, on reparle encore de cette course de merde là? Vraiment? Le 7e champion du monde reconnaît que cette injustice et la perte du titre l'ont grandement blessé. Bien qu'il y pense moins maintenant, il arrive à avoir toujours des difficultés à passer outre.
Je veux dire, ça restera toujours avec moi. Je pense que ça arrive quand n'importe qui vit un traumatisme. Ça peut être une expérience traumatisante quand vous perdez quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur, peu importe ce que c'est. Je pense donc que ça fera toujours partie de moi, mais c'est pas une chose à laquelle je pense toujours, pour laquelle je regarde en arrière, pour être honnête. Ce dont je suis reconnaissant, c'est toujours l'amour que j'ai pour mon travail et pour le sport, mais j'aimerais penser que j'en ai tiré de la force. Hamilton confirme avoir longtemps voulu changer le passé, mais il préfère désormais penser à la suite et veut faire en sorte de ne plus vivre de telles désillusions. Honnêtement, je ne suis qu'un être humain. Je suis comme tout le monde, je ressens les émotions. J'ai passé tant d'heures à m'entraîner et à sacrifier tant de choses au fil des ans, comme nous le ferons pour les choses que nous aimons. Et je suis quelqu'un qui est très très dur avec moi-même. Je pense que j'ai dû apprendre en cours de route que l'on ne peut rien faire pour ce qui appartient au passé. Bien sûr, vous pouvez le faire tant que vous voulez, mais ce n'est pas sain. Ce qui est important, c'est d'en tirer quelque chose, d'en tirer une leçon et d'aller de l'avant en s'assurant que ça ne se reproduise pas. Il révèle qu'il a jugé crucial d'aller serrer la main à Verstappen ce jour-là pour montrer du fair play. Selon lui, c'était la meilleure manière d'inspirer ses jeunes fans à être respectueux. Je pense qu'à ce moment-là, peu importe à quel point c'était douloureux, c'était extrêmement douloureux, le simple fait de savoir qu'il y avait un enfant qui me regardait leur serrer la main montre une force, quelle que soit la situation, je me relève. Still I rise, n'est-ce pas? Faisant référence à son casque. Comme je l'ai dit, j'avais l'habitude de m'attarder sur des choses pendant une longue période, mais maintenant je suis capable d'aller de l'avant et de mieux m'appliquer la prochaine fois. Je vais travailler plus dur, je vais creuser plus profondément et je vais étudier davantage. Ouais, bah à sa place j'aurais pas du tout serré la main à personne, vu ce qui s'est passé, franchement. Même si évidemment c'est pas de la faute à Verstappen, hein. C'est pas lui qui a dit sortir les safety car, évidemment. Mais bon, de rage, j'aurais pas fait ça, hein. Il a eu un self-control incroyable. Que peu de gens auraient eu, je pense, à sa place. Vous en pensez quoi, vous? Ciao. Certains membres de Ferrari ont refusé d'assister au podium de Silverstone, un épisode moche qui s'est produit immédiatement après la course. Ouah, dur. En même temps, c'est pas étonnant. Une partie du personnel de Ferrari a d'abord refusé d'assister au podium après la victoire de Sainz, selon un ancien membre de l'équipe de la Scuderia. L'Espagnol a remporté son premier Grand Prix, mais ça s'est fait dans beaucoup au détriment de Charles Leclerc, qui a de nouveau dû remettre en question les décisions stratégiques de son équipe. 3 mois. Ah putain, ça fait 3 mois qu'il a gagné, Charles. Le pilote de 24 ans a vu une autre victoire lui filer entre les doigts, lorsque Ferrari a refusé de lui permettre de dépasser Sainz au début de course. L'équipe lui a ensuite refusé un changement de pneu pendant la période de sécurité. Voiture de sécurité. Selon l'ancien attaché de presse de Ferrari, Alberto Antonini, une source lui a dit que le personnel ne voulait initialement pas célébrer la victoire de la course. On m'a dit, et je fais confiance à la source, un épisode moche qui s'est produit immédiatement après la course de Silverstone. Une partie du personnel de Ferrari aurait refusé, du moins au début, d'assister à la cérémonie du podium et à la séance photo. Si c'est vrai, comme je le crains, c'est pas bon signe. Une petite rivalité saine à l'intérieur du garage, c'est bien. C'est bien pour chaque mécano et chaque technicien d'encourager son pilote, mais l'intérêt commun doit être de viser la victoire. Ouais, alors est-ce que ça va pas faire comme Mercedes en 2016? À savoir l'équipe vraiment divisée en deux. Il y avait un côté Hamilton, un côté Rosberg. Et ça se tirait dessus, hein. L'ingénieur de Rosberg, il disait même pas la voiture d'Hamilton, il disait l'autre voiture. Enfin bon, c'était un point incroyable. En 2016 chez Mercedes, j'ai un peu peur que ça refasse la même chose chez Ferrari cette année. Là par contre, ça sera pas bon pour le titre, hein, parce que là, il domine pas Ferrari, hein. Il y a Red Bull derrière, et peut-être Mercedes qui peut revenir en milieu, fin de saison. Donc, vous êtes dans la merde, hein, moi je dis, hein. Il va falloir sévir, hein, si c'est ça, hein. Il va falloir mettre les points sur les i et vite. Bon, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que ça peut mal tourner chez Ferrari? Ciao. Marco admet que Verstappen a fait une erreur à Silverstone. L'Autrichien révèle que l'abandon a été envisagé. Nous avions choisi les pneus tendres au départ, il a dépassé tout le monde au premier départ avant l'accident. Ensuite, nous nous sommes demandé pourquoi nous n'avons pas le droit de partir en pôle pour la relance. Ça s'est relativement bien passé après ça, on était plus rapide que les Ferrari et Sainz et ensuite sortis de la piste. Mais la course de Verstappen s'est vite dégradée. Avec des dégâts sur sa monoplace, il a commis une erreur à cause de son agacement. La première réaction de Max a été la voiture n'est plus dirigeable. Ensuite, vous pensez naturellement à un pneu crevé. On l'a fait rentrer, on a vu que c'était pas bon. Mais en fait, un pneu crevé, je veux bien, mais vous avez pas les datas, les pressions des pneus en temps réel chez Red Bull? Les gars, normalement vous les avez, donc vous avez pu voir qu'il n'y avait pas de crevaison au final. Les pressions étaient les mêmes. C'est étonnant ça. Verstappen est entré si vite et si énervé dans les stands qu'il a bousillé son bon train de pneus médium en freinant en entrant dans la pit lane. En conséquence, ce train ne pouvait plus être utilisé. C'était une erreur de Verstappen, mais dans cette situation, c'était compréhensible. Oui, d'ailleurs, on a cru à un moment qu'il avait fait un excès de vitesse en entrant au stand, mais c'était pas le cas. Nous avons des caméras dans différentes positions de nombreux capteurs. Nos ingénieurs ont tout examiné et ont déterminé que la voiture pouvait être encore pilotée en toute sécurité, mais on a communiqué cela. Verstappen a crié « La voiture est incontrôlable! Quelque chose doit être cassé !» Au final, il s'est avéré que c'était une partie de l'aileron arrière de Tsunoda, comme je vous ai mis en miniature, hein, du coup. Voici la pièce en question.
Il était coincé dans les conduits Venturi, ce qui faisait perdre 20% d'appui, environ. En termes de temps autour, ça représente environ 1 seconde et demie à 2 secondes. Eh bah oui, c'est ça. Marco révèle que Red Bull a hésité à faire abandonner Verstappen, mais que la décision a été prise de le faire continuer avec les pneus tendres, alors que les durs affichaient un niveau catastrophique de perfo sur la RB18 abîmée. Sur les pneus durs, les problèmes étaient encore pires parce que Max n'avait pas non plus d'appui à l'avant. Nous avons envisagé de le faire rentrer et d'abandonner pour économiser le moteur. Cependant, tant qu'on était dans les points, nous avons décidé de ne pas le faire. On a donc continué, les températures de certaines pièces ont effectivement augmenté. Mais heureusement, lorsque nous sommes passés aux pneus tendres, ça s'est amélioré. Dieu merci, nous avions encore ce pneu. Oui. C'était beaucoup mieux, nous avons gagné des places et nous nous sommes battus avec Mick Schumacher à la fin de la course. Au final, c'était la bonne décision de continuer tant que nous étions dans les points. Qu'il n'y avait pas de problème technique. Ouais, bon, bah, on va dire qu'ils ont eu raison de continuer, hein. Ça fait des points en plus. Tout point est bon à prendre, on va dire. Dans le cas du championnat, surtout que, bon, Leclerc, au final, il n'a pas regagné tant de points que ça sur Max Verstappen, hein. Merci Ferrari. Par contre, Sainz, effectivement, Sainz, peut-être qu'il va de nouveau jouer le titre dans quelques courses. Donc, à voir. Je vous laisse commenter l'analyse de Marco. Ciao. Et le retour du Covid, évidemment. Les cas augmentent dans le monde, d'à nouveau. Donc, le Covid représente une menace pour la tenue du Grand Prix d'Afrique du Sud. Bon, bah, si ça pouvait nous laisser Spa au calendrier, d'un côté, bon. Le PDG de la F1, Dominique Hallyday, a effectué plusieurs visites en Afrique du Sud alors que le pays cherche à négocier son entrée dans le calendrier pour la première fois depuis 1993. Roux, également membre du Sénat de la FIA, a expliqué que les touristes représentent une part majoritaire de la foule lors de certains week-ends de course. De telles restrictions seraient donc problématiques pour la tenue de la course. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que si vous regardez un pays hôte qui accueille une course de F1, 60% des spectateurs ne sont pas du pays hôte. Eh oui. Donc si vous regardez certains événements comme celui du Texas qui ont accueilli 380 000 spectateurs l'année dernière, ce qui je pense était plus que les Jeux Olympiques, 60% étaient étrangers. Maintenant, je pense pas nécessairement que nous allons attirer autant de spectateurs, mais vous savez, on pourrait avoir entre 250 et 300 000 spectateurs sur la période. Et venir en Afrique du Sud représente une grosse distance à parcourir, donc ils ne vont pas venir ici pour l'événement et repartir. Ils passeront leur semaine dans la région non imprononçable, et ils passeront du temps au Cap. Donc l'afflux de touristes, mais aussi des équipes, sera important. Roux a ajouté que les organisateurs cherchaient à amener Kiavi aux normes FIA grade 1 pour pouvoir organiser une course de F1. Et il est convaincu que la F1 reviendra sur le circuit soit l'année prochaine, soit en 2024. Cependant, il pense que tenir un week-end de Grand Prix sans la participation au complet des fans ne serait pas une sage décision. Je pense que les restrictions Covid sont un grand défi, et si nous y allons avec 50% du public, ça pourrait nous mettre tout l'événement en danger. Vous savez, nous avons eu un événement plus tôt cette année, un événement international, où nous avons autorisé 2000 spectateurs. Nous avions 1800 employés sur le circuit. Je veux dire, ça n'a tout simplement pas de sens si vous ne pouvez pas atteindre votre pleine capacité, et que vous ne pouvez pas attirer environ 90 000 spectateurs par jour à Kialami. Ouais, bon, c'est pas sûr hein, qu'il soit au calendrier, hein, quand même, ce Grand Prix. Et je dirais qu'il y a une chance sur deux, ça va dépendre du Covid aussi. Bon, affaire à suivre, je vous laisse commenter. Mercedes veut confirmer les progrès de la W13 en Autriche, même si le circuit sera moins favorable. Direction l'Autriche, un enchaînement de courses est toujours le bienvenu lorsque vous avez besoin de temps en piste pour apprendre. Le week-end de Silverstone a été spectaculaire avec beaucoup de soutien et de compétitivité. Ça reflète tout le travail accompli pour amener ses évos sur la voiture. Et le circuit a mis en avant les forces de notre package actuel. Lewis a piloté brillamment et a livré des batailles épiques. Un meilleur résultat aurait été possible si les choses s'étaient passées un peu différemment. George avait certainement le rythme pour remonter depuis la 8ème place. Dommage qu'il n'ait pas pu courir, mais nous sommes fiers du caractère dont il a fait preuve après l'accident. Je suis heureux de revenir en Autriche, c'est ma course à domicile, donc c'est Toto Wolff qui parle forcément, et cet endroit me rappelle de très bons souvenirs. C'est un tracé très différent de celui de Silverstone, qui n'a toujours pas convenu, qui nous a pas toujours convenu par le passé, mais les voitures ont bien changé depuis la dernière course à Spielberg. Nous allons garder la tête baissée pour préparer du mieux possible le week-end. Ando Chauvelin est pour sa part heureux que les Evo aient fonctionné comme prévu à Silverstone, mais le directeur de l'ingénierie de chez Mercedes reconnaît que la nature du tracé a aussi aidé. La clé pour nous était de voir nos évolutions fonctionner comme prévu, et ce fut le cas, ils nous ont apporté quelques dixièmes au niveau des appuis de la voiture, et ça s'est vu dans les performances du week-end. C'était agréable de constater que nous avions moins de rebonds. La voiture se comportait de façon plus normale, c'était plus facile pour les pilotes de trouver l'équilibre. Dans l'ensemble, le résultat était plaisant pour nous, pas seulement parce que nous avons vu Lewis sur le podium, mais parce que les évolutions ont fonctionné comme nous l'espérions. Le rythme de Lewis était similaire à celui de Ferrari, et il était même plus rapide, parfois, ce qui est très encourageant à voir. Mais était-ce dû au fait que nous roulions plus près du sol? Était-ce le circuit qui était plus lisse? Ou bien était-ce les évolutions? En réalité, notre hauteur de caisse était plutôt normale, mais c'est un circuit plus lisse. Sur les tracés plus bossés, on a encore du travail. Il y a encore donc un doute à avoir sur le fait que le circuit contribue à cette perfo, et oui, les Evo ont joué un rôle, c'est encourageant à voir en vue des prochaines courses, mais nous savons malgré tout qu'on n'est pas encore assez rapide. Fin d'article. Bah ouais, du coup,
Ça va être la course vraiment... peut-être l'une des dernières courses où Mercedes va galérer, parce que s'ils sont obligés de changer leur fond plat, Ferrari et Red Bull, pour répondre aux réglementations 2 mm, là, comme on a vu, peut-être que dès le Grand Prix de France, ils seront en lutte pour la victoire régulièrement. Donc je ne sais pas, écoutez, cette saison est vraiment très indécise au niveau de Mercedes, surtout au niveau de Mercedes, même Red Bull et Ferrari, bon, on sait qu'ils seront sur les premières et deuxièmes lignes, hein, c'est quasi évident. Mais Mercedes, ouais, c'est un peu en dents de scie, hein, les perfos de cette équipe, cette saison, donc on va attendre de voir ce qui va se passer, avant de tirer des conclusions. Allez, ciao. Et Verstappen prendra peut-être sa retraite à la fin de son contrat chez Red Bull. Le Néerlandais est bientôt présent à 24 heures du Mans. Ah ah. Putain, il aurait que 31 ans en 2028, il penserait déjà à la retraite. Ouah, j'y crois pas honnêtement. Peut-être que je partirais, a reconnu Verstappen à ce moment-là, j'aurais été en Formule 1 depuis un moment. Ça dépendra un peu de la compétitivité de ma voiture et de ma capacité à toujours me battre pour la gagne. Je ne supporterais pas de rouler à l'arrière, je préférerais piloter dans une autre catégorie. Pour le moment, je n'ai aucune envie de piloter pour une autre équipe. Si vous sentez bien, que tout fonctionne, pourquoi changer? Ah si, il va chez Ferrari, Max, allez. Allez, le défi Ferrari, Max, c'est pour toi. Mon dieu, les crises. Alors, déjà qu'ils piquent des crises chez Red Bull. Alors, imaginez les crises qui piqueraient chez Ferrari avec les stratégies de merde et tout, quoi. Oh mon dieu. Le Néerlandais n'a jamais caché une éventuelle participation au Mans. Ça pourrait l'intéresser à l'avenir, il s'imagine d'ailleurs très bien évoluer en endurance de manière générale. Et pas forcément dans un futur si lointain. Il y a moins de pression, c'est plus amusant, ce sera peut-être même possible durant ma carrière en F1. Mais pas cette année ni la prochaine, peut-être après. Les courses de 24 heures me paraissent intéressantes. Le Mans, Spa, Daytona et Sebring. Il y a aussi celle de Bathurst en Australie. Bon, dans une voiture de GT3. J'ai déjà gagné cette course 2 fois dans le simulateur. Super. Très bien. Bah Max, peut-être nouveau pilote d'endurance. C'est étonnant, hein, cet amour pour le pas pour le simulateur, mais pour l'endurance. Bon, moi l'endurance, je vous avoue que ça m'intéresse pas en fait. Les courses sont trop longues. Ça tombe bien, c'est de l'endurance, mais bon, moi j'adhère pas en fait. C'est trop long. Même Le Mans, alors ok, il y aura peut-être des concurrents l'année prochaine. Ça va être plus intéressant, mais bon, honnêtement, ça me hype pas trop, hein, l'endurance, j'ai du mal, personnellement. Et vous en pensez quoi, d'où? Est-ce que si Max partait en endurance, ça vous ferait regarder l'endurance? Du coup, dites-moi en commentaire, ciao. Alors, c'était prévisible, hein. Donc le Grand Prix de France est obligatoirement retransmis en clair. Il sera diffusé donc en codiffusion sur C8, avec sûrement Laurent Dupont en commentaire, comme d'habitude. Et en même temps sur Canal+, donc ceux qui ont Canal+, bah, vous pourrez retrouver... les commentateurs habituels, hein, à savoir Jacques Villeneuve et Julien Febvre. Mais bon, c'est toujours bien de le rappeler, donc que le Grand Prix de France sera en clair le 24 juillet prochain sur C8. Donc si vous voulez mettre Canal, hein, ça sera crypté. Ça sera toujours crypté, donc voilà. Si vous voulez voir en clair ce Grand Prix, il faut aller sur C8, la chaîne de Cyril Hanouna du coup. Alors moi, bonne question, comment je vais faire mon stream? Ben, je pense que je vais quand même regarder sur C8. Ah, quoique, est-ce que je mettrai pas juste Canal en fait? Ah, je sais pas, je vais voir. Je vais réfléchir à la question, sinon je mets C8 sur la télé, je cale le live timing avec C8, et je laisse en fond le son de Canal. Parce que je pense que je vais faire ça en vrai. Bon, on verra bien comment je fais. Allez, je vous laisse commenter. Ciao, ciao. Alors, une news qui devrait avoir son importance. La FIA somme Red Bull et Ferrari de modifier leur plancher. Ils devraient être changés donc avant le Grand Prix de France. Lorsque les nouvelles réglementations techniques ont été introduites au début de l'année 2022, le directeur technique et sportif du championnat du monde de Formule 1 et PDG de la Formule 1, Ross Brawn et Stefano Domenicali, ont prédit que certaines équipes s'efforceraient de trouver des failles. Il semble que c'est peut-être ce qui s'est produit. Dans la législation actuelle, ça concernerait le fond plat et le plancher. Ferrari et Red Bull ont eu beaucoup moins de difficultés que Mercedes cette saison en termes de marsouinage, et les flèches d'argent ont perdu beaucoup de performance en conséquence. Ça a été assez violent pour dire un problème de sécurité. Bon, ça on passe. Toute équipe, donc, qui rencontre des niveaux dangereux d'oscillation sera, à partir du Grand Prix de France, invité à relever la hauteur de caisse de ses voitures, afin de fixer une limite. L'instance dirigeante a pris des mesures des voitures morales pour établir quelle voiture oscille le plus et quel niveau est acceptable. Le règlement stipule que 2 zones spécifiques du fond plat ainsi que le plancher lui-même ne sont pas autorisées à fléchir plus de 2 mm sous une pression donnée, comme le dit l'article 3.15 du règlement technique. Ferrari et Red Bull auraient utilisé cette disposition à leur avantage en offrant à leurs pilotes une plus grande stabilité sur le plancher en déviant de plus de 2 mm, ce qui leur permet de prendre des lignes droites et les virages avec moins de rebond. Cependant, c'est pas légal. Ce n'est pas strictement illégal, car le règlement ne l'interdit pas techniquement. Oh là là, mais c'est règlement, mais... Pourtant, c'est Ross Brawn qui a dicté le règlement, il devrait connaître les astuces et tout, quoi. Enfin, il a pas fait tout seul, hein, évidemment, mais bon, il a été consultant, il a aidé à faire ce règlement, donc... Ils ont pas anticipé ça, hein, j'ai envie de dire.
Néanmoins, ça ne sera pas autorisé lors du Grand Prix de France lorsque la directive sera appliquée. Toto Wolff s'est dit surpris que cette technique soit utilisée. Personne n'en avait dit jusqu'à ce que la FIA en parle. Bon, ça, l'interview de Wolff, on l'avait déjà vu, hein, de toute façon, donc c'est qu'une redite. Chauvelin a ajouté qu'en raison du fait que les deux équipes de tête devront changer la configuration de leur plancher dans quelques semaines, les flèches d'argent pourront être remises en jeu. Lorsque cela a été révélé, nous avons réalisé qu'il y avait des opportunités que nous n'avons peut-être pas saisies ou exploitées. Donc ça ne nous affectera pas dans la façon dont nous gérons notre voiture. Il se peut que ça affecte nos concurrents et que par conséquent on se rapproche un peu plus. Le patron de Red Bull, Horner, a confirmé au Canada qu'il aurait dû y avoir un processus de consultation avant d'introduire la nouvelle directive, tandis que le directeur de l'équipe, Mattia Binotto, a déclaré que la directive n'était pas applicable en l'état. Dans le camp de Red Bull, on a le sentiment qu'après avoir maîtrisé le règlement et construit une meilleure voiture, la FIA fait le travail de Mercedes à leur place en faisant reculer les leaders. Ça aurait conduit à un débat houleux entre Wolff et Binotto à Montréal, les patrons d'équipe essayant de trouver un équilibre entre performance et sécurité. Mais une chose est sûre, il sera fascinant de voir comment Ferrari et Red Bull se comporteront et si et quand leurs planchers seront ajustés au Grand Prix de France. Voilà, donc bon, on n'apprend pas grand-chose de nouveau. Au final, je m'attendais à plus de nouveautés que ça. Mais voilà, en gros, apparemment, Ferrari et Red Bull vont devoir changer quand même leurs planchers présumés illégaux. Alors, évidemment, on ne les accuse pas d'avoir triché. Là, ce sera un peu gros, mais bon. Ils sont présumés illégaux, leurs planchers. Donc à voir ce que ça va changer. Ciao. Bon alors, programme du Grand Prix d'Autriche. Bah oui, c'est un peu chamboulé parce qu'il y a une course sprint encore. Enfin, une nouvelle course sprint. Il n'y en a que 3 cette saison, hein, ça va, on va pas se plaindre. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être 6. Mais ça sera 6 sûrement l'année prochaine. Donc les essais 1 et 2. Enfin, et 2. Oui, le samedi. Du coup, les essais 1 13h30, 14h30 sur Canal+ Sport le vendredi. Les qualifs qui détermineront la course sprint, la grille de la course sprint, donc de 17 à 18h le vendredi. Donc pour les pronostics, hein, je rappelle mon site, hein, il est dans la description si vous voulez vous pronostiquer. Les pronos donc ferment à 17h vendredi. Donc vous faites pas avoir en pensant que c'est le samedi, non, ça sera bien vendredi soir que ça va finir. Donc les essais 2 sur Canal+ Sport également, 12h30, 13h30, et la course sprint en elle-même sera retrouvée à 16h30 pour une durée d'une demi-heure environ, un peu moins peut-être, donc ça finira à 17h même pas quoi, sur Canal Sport. Donc dimanche, la course sur Canal+. 15h, normal. Horaire normal, on va dire. La météo, ça donne quoi, la météo? Alors, la météo. Ah bah, ok, bon bah, jeudi, pluie. Bon, c'est dommage, hein. Vendredi, samedi, dimanche, il fait beau. Surtout le samedi, super journée. Le samedi, là, c'est 23. Bon, c'est pas la canicule, hein, mais bon. C'est quand même une sacrée journée, là, pour le coup. Et dimanche, donc, peut-être un peu de plus nuageux. Bref, même pas... À peine, quoi. Que le matin, peut-être. Hein. Ouais, ça va être... risque de pluie, 35-40 quand même. Ah, le dimanche à surveiller. Il y a un peu de chance qu'il pleuve, mais bon. Globalement, il devrait faire beau tout le week-end. À surveiller quand même, parce qu'en Autriche, c'est en altitude, donc ça peut vite changer également. Ciao, ciao.